Bonjour à tous, je m'appelle Monsieur Lorenz, je suis neurologue ici à Bordeaux et donc je vais vous parler de la forme de l'entrée motrice dans la maladie. En termes de PowerPoint, je peux enchaîner ici. Ah parfait, avec la souris. Parfait, merci beaucoup. Ok, donc je vais vous parler de la forme premièrement motrice de la maladie, donc c'est quand même une situation qui est particulièrement fréquente. Il m'a semblé être le plus didactique de vous présenter un cas clinique, un patient que j'ai vu en consultation il y a maintenant quelques années. Et donc ça me paraît être assez caractéristique. Donc c'est un patient qui a un peu moins de 70 ans que je rencontre pour un deuxième avis. C'est un patient qui a un diagnostic de maladie de Parkinson. Parce qu'il a présenté de manière progressive une lenteur, une raideur que l'on dit une rigidité, c'est-à-dire que ça cède par à-coup. Et donc ce patient a reçu le diagnostic de maladie de Parkinson par un collègue. Quand on le rencontre en 2020, ça fait déjà 1 an ou 2 que les choses évoluent, on constate effectivement une lenteur, une raideur, et le patient me décrit également des crampes au niveau des pieds et un tremblement de repos. En fait, on verra son tremblement, c'est pas tout à fait un tremblement typique, et donc c'est ça qui nous a mis un peu la puce à l'oreille dans son histoire. La fatigue à la marche correspond globalement à la lenteur globale, et le patient se plaignait également d'avoir une sensation de mauvais équilibre, alors qu'il n'y avait pas de réelle chute encore le jour où je l'ai rencontré. Donc je ne me suis pas permis de mettre une photo de ce patient, je vous ai mis un petit schéma un petit peu caractéristique, un petit dessin. Donc l'attitude typique de syndrome parkinsonien, comme ça la marche, c'est donc une petite antéflexion du tronc, et on voit, on suppose la marche un peu ralentie ici. Évidemment, on s'intéresse toujours aux symptômes non moteurs, puisque comme vous le savez, les maladies et les syndromes parkinsoniens ont tout un cortège de symptômes non moteurs. Et donc ce patient se plaignait également d'une baisse de l'odorat, qui peut se voir dans la maladie de Parkinson, mais aussi dans la maladie Achard-Lewy. Et on a également dans l'interrogatoire des éléments de cauchemar agité, ce que l'on appelle classiquement les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc ce sont ces patients qui vivent de manière très intense leur cauchemar avec des cris et des grands mouvements brusques et intenses. Et le patient décrit à ce moment-là une sensation de présence, la sensation qu'il y a quelqu'un derrière lui ou qu'il y a quelqu'un dans la maison, alors qu'il n'y a personne, et parfois l'impression de voir passer des ombres de personnes, mais sans visage. Voilà, pas de visage sur ces ombres. Donc je vais vous montrer si ça fonctionne, la petite vidéo. Ça ne fonctionne pas. C'est une petite vidéo. En fait, c'est un patient qui a un tremblement, non pas un tremblement de maladie de Parkinson typique. Un tremblement, c'est une oscillation rythmique d'un membre ou d'un segment de membre, donc c'est une oscillation rythmique. En l'occurrence, ce patient avait ce qu'on appelle un tremblement polymyoclonique. Ce sont des petites secousses des doigts comme ça, en fait. Et donc, c'est une sensation de tremblement, mais ce n'est pas vraiment réellement un tremblement que l'on a classiquement dans la maladie de Parkinson. Ce tremblement-là, il peut apparaître dans la maladie de Parkinson, mais de manière beaucoup plus tardive. Quand c'est initial, on pense plutôt à un syndrome parkinsonien atypique, tel que les maladies Achard-Lewy. Et surtout, l'élément très important dans la symptomatologie d'une maladie Achard-Lewy, c'est que les symptômes seront beaucoup plus souvent symétriques. La maladie de Parkinson, elle est toujours très asymétrique. Il y a toujours un côté qui commence en premier. La maladie va se bilatéraliser avec le temps, mais les symptômes vont toujours être plus intenses d'un côté que de l'autre, et toujours du premier côté. On ne sait pas bien pourquoi, mais c'est toujours comme ça asymétrique dans la maladie de Parkinson. Et donc après, on examine effectivement tout le patient, et dans l'examen moteur, on regarde aussi les mouvements oculomoteurs. Et donc, en l'occurrence, ce patient avait des petits mouvements oculomoteurs, trop petits par rapport à la normale. Et donc ça peut être un peu spécifique, mais c'est toujours intéressant à regarder. Donc devant ces atypies dans un syndrome parkinsonien, on prescrit des examens complémentaires, et en premier lieu l'IRM cérébral, et on commence le traitement par l'évodopa, d'accord, le lévodopa-carbidopa ou l'évodopa-vincérazide, parce que le deuxième critère majeur pour dire que c'est une maladie de Parkinson, c'est qu'il faut que les symptômes parkinsoniens soient sensibles à la lévodopa, d'accord. Et donc chez ce patient, ça y est, ça marche la petite vidéo. Il fallait juste déclencher. Donc je ne sais pas si vous voyez les petites secousses comme ça. Ce n'est pas un vrai tremblement de maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est un tremblement beaucoup plus rythmique. Là, vous voyez, ce sont des petites secousses comme ça. Donc ça, c'est caractéristique. D'accord ? On remarque également que les mains sont un peu rouge-violette. Donc ça, c'est un signe que la circulation sanguine ne se fait pas bien. C'est un signe de dysautonomie. Donc à la deuxième consultation, le patient a bien essayé la lévodopa à bonne dose, mais ça n'a pas fonctionné, et pire encore, ça a aggravé certains de ses symptômes. Le patient fait plus de malaise à l'orthostatisme, et il y a plus de phénomènes visuels. Donc ça, c'est un élément très marquant, c'est-à-dire que la très grande sensibilité à la lévodopa, ça nous fait quand même penser à la maladie Achard-Lewy. Le patient va développer également, à cause de la lévodopa, des myoclonies. Des myoclonies, ce sont des petites secousses musculaires comme ça, et donc ça, c'est assez sensible et assez évocateur également d'une forme atypique de syndrome parkinsonien au début.
Et après, il n'y a pas d'autres signes moteurs autres, type syndrome pyramidal ou syndrome cérébelleux, qui sont d'autres signes que l'on retrouve dans d'autres syndromes Parkinson. Au niveau non moteur, le patient va également présenter ce que l'on appelle les fluctuations. Donc ça, ce sont les moments de mieux et de moins bien, à la fois sur le plan cognitif et à la fois sur la vigilance. Il a également plus d'hallucinations, un peu à cause de la lévodopa. Cette fois-ci, il y a des animaux qui sont apparus et des insectes. Il y a un élément que je trouve assez sensible et assez précoce, mais qui n'est pas très clairement décrit, c'est ce qu'on appelle les illusions ou pareidolie. D'accord ? Donc c'est une déformation visuelle. Par exemple, là, je vous ai mis l'image d'un lac et vous avez l'impression de voir un visage. On a tous des pareidolies dans la vraie vie. On regarde un nuage, on voit quelque chose. Des fois, ça nous arrive tous. Mais la maladie Accord-Lewis, c'est assez fréquent et assez précoce. Ce sont souvent des personnages vus dans les arbres ou des poubelles qui se transforment en personnes, ou des panneaux. C'est souvent ça. On a réalisé un bilan cognitif et donc là on s'aperçoit qu'il y a effectivement des troubles cognitifs à la fois attentionnels, exécutifs et visio-spatiaux. Vous voyez ici la copie de la figure qu'on appelle la figure de Rey, qui est difficile parce que la vision dans l'espace ne se fait pas bien. Et après, tout ce qui est flexibilité mentale et attention est difficile avec l'alternance des chiffres et des lettres que l'on appelle le trail making test. Ça, c'est les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives. Et les fonctions, ce que l'on appelle visio-spatiales, ce sont le test de Benton, où on doit replacer sur la BAC ici des 10 traits, on doit repositionner ces 2 traits en fait. Et donc si le cerveau reconstruit bien les images, le patient va être capable de nous dire il s'agit du trait 5 et du trait 8 par exemple. D'accord ? Alors que si jamais le cerveau ne reconstruit pas bien l'environnement visio-spatial, à ce moment-là, le patient a des erreurs à cet exercice. Le patient avait également fait son IRM cérébral et donc là on retrouve un petit peu les symptômes qu'a évoqué le professeur Blanc tout à l'heure. Vous voyez ici la partie que l'on appelle l'insula qui est un petit peu atrophiée puisque le gris a fondu alors que le noir est un peu plus important. Alors que ici, ce qu'on appelle les hippocampes qui est plus atteint dans la maladie d'Alzheimer, vous voyez que le gris est important et le noir n'apparaît pas. Donc là c'est bien que le gris a fondu dans la région insulaire. Et sur les images ici, où ça c'est une image plutôt horizontale, on voit qu'il y a une diminution de la taille du cerveau dans les régions plus postérieures, que l'on dit pariétales, qui est un des éléments caractéristiques également de la maladie Accord-Lewis. Et donc, avec cette présentation motrice, des symptômes parkinsoniens qui sont plutôt symétriques, mais surtout les troubles cognitifs, attentionnels, exécutifs, visio-spatials qui sont trop précoces, on pense à la maladie Accord-Lewis, d'autant plus que nous avons tous les critères majeurs, donc comme vous les avez déjà vus les critères, donc les troubles cognitifs sont essentiels, et là on a tous les critères majeurs. Donc de manière probable, on peut conclure à la maladie Accord-Lewis chez ce patient devant ses symptômes moteurs. L'autre élément, c'est de regarder s'il n'y a pas les critères pour autre chose. Typiquement, il n'y a aucun critère de la maladie de Parkinson, puisque les symptômes parkinsoniens ne sont pas asymétriques, ils ne sont pas dopasensibles, et il n'y a pas de dyskinésie, ça c'est la dopasensibilité. Donc la présentation motrice de la maladie de Parkinson, c'est, je pense, la plus fréquente. Les symptômes sont le plus souvent moteurs, les troubles cognitifs passent souvent au deuxième plan, je vais vous en parler un petit peu après, c'est pas la plainte principale des patients. Les chutes sont précoces dans la forme motrice, avec notamment des freezing. Le freezing, c'est quand on a les pieds qui se bloquent dans le sol de manière impromptue. Et ce qu'on appelle les troubles de réaction posturale, c'est quand on fait un petit peu tomber le patient en arrière, quand on le tire en arrière, le patient a des difficultés pour récupérer son équilibre, pour récupérer sa posture. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez précoce dans la maladie Accord-Lewis également. De manière accompagnée, les troubles cognitifs qui sont précoces, classiquement on dit c'est la règle des 1 an, c'est-à-dire que si les troubles cognitifs apparaissent dans l'année qui suit l'apparition du syndrome parkinsonien, à ce moment-là, c'est évocateur d'une maladie Accord-Lewis. Les troubles cognitifs peuvent tout à fait apparaître dans la maladie de Parkinson, on l'en dit au moins après 1 an, plus classiquement c'est même plusieurs années, mais la règle des 1 an est assez unanimement reconnue. Et ensuite, il y a les hallucinations visuelles. Les hallucinations visuelles, donc, qui peuvent être spontanées à cause de la maladie, mais la grande sensibilité aux médicaments, notamment les agonistes dopaminergiques, pramipexole ou le patch de rotigotine, ça, la maladie Accord-Lewis, les patients sont très sensibles, donc les hallucinations sont très importantes avec ces traitements. Mais attention à la lévodopa, ça peut aussi aggraver un peu les hallucinations visuelles. Les symptômes moteurs, ils sont assez précoces dans la maladie, ils peuvent même être, ils sont concomitants aux troubles cognitifs, parfois légèrement avant. Là, c'est intéressant, c'est une étude de cette année qui montre comment, dans les patients qui ont les critères de forme prodromale de la maladie, donc toujours avec la prudence, on l'a vu que les critères ne sont pas parfaits, mais chez les patients qui ont une forme prodromale de maladie Accord-Lewis, il faut regarder les pourcentages, pas les chiffres bruts. Un tiers des patients vont avoir des difficultés de marche, alors que des patients qui ont une maladie d'Alzheimer ne sont que 10% à avoir ces difficultés à la marche.
Est-ce qu'ils ont les deux maladies à ce moment-là? C'est un sujet qu'on peut débattre, mais en tout cas, les patients qui ont les critères de maladie Accord-Lewy, ils sont environ un tiers à avoir des troubles de la marche, 15%, c'est-à-dire un patient sur 6, un patient sur 7 qui tombe précocement, le tremblement, ou ce qui est étiqueté tremblement, un patient sur 5, et le ralentissement moteur, un patient sur 3. On le voit, c'est à peu près 3 fois plus de signes moteurs que ce qui est retrouvé dans la maladie d'Alzheimer, prodromale. Ça, c'est tous les symptômes moteurs classiquement regardés. Moi, j'aime beaucoup regarder l'examen des mouvements oculomoteurs. L'oculomotricité, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup de choses chez les patients. Dans la maladie Accord-Lewy, ce n'est rien de très spécifique. Ça nous permet un petit peu de différencier l'atrophie multisystématisée ou la paralysie supranucléaire progressive. Mais il y a des petites choses avec... Quand on enregistre le mouvement oculomoteur des patients, les mouvements sont plus lents à être déclenchés. Les patients mettent plus de temps à réagir, c'est à cause de l'atteinte corticale de la maladie. Et puis quand on va tester un petit peu les fonctions oculomotrices ou le contrôle cognitif des fonctions oculomotrices, on arrive à mettre en difficulté les patients qui ont la maladie Accord-Lewy, c'est le but, mais de voir des choses différentes par rapport à la maladie de Parkinson avec ce qu'on appelle les antisaccades, et les patients ont plus de mal à bloquer les saccades réflexes. Donc, si on a un stimulus visuel qui apparaît, on a tous un réflexe de regarder la cible, mais avec ces tests-là, on demande aux patients de faire le contraire. Et donc les patients qui ont une atteinte attentionnelle exécutive, ils ont plus de mal à bloquer ce réflexe, et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à regarder dans les syndromes parkinsoniens quand on a un doute diagnostique. Ça c'est une diapo et c'est une étude que je trouve extrêmement intéressante. Ce sont des Japonais qui ont regardé assez récemment, ça date de l'an dernier, quel est le problème principal que ressent le patient, quel est le problème principal que constate l'aidant, que en pensent les experts, quel est le problème principal selon les experts. Et donc on s'aperçoit qu'en fait selon les patients, quand on regroupe les questions, parce qu'ils ont fait, je crois qu'il y avait 50 questions, ils ont fait toutes individuellement, ou quand on regroupe les questions par domaine, en fait les symptômes moteurs, c'est la première plainte du patient. Et donc c'est probablement pour ça que les patients arrivent souvent en consultation avec cette plainte-là, et pas le reste, mais en tout cas, le patient, lui, ce qui se plaint essentiellement, c'est les symptômes moteurs, les syndromes parkinsoniens, et quand il faut prioriser quelque chose dans les traitements, c'est toujours le syndrome parkinsonien qui apparaît en premier. À la différence de quand on pose la question à l'aidant, en fait, l'aidant souvent va parler des symptômes psychiatriques, l'apathie, l'anxiété, la dépression, les hallucinations. Et les syndromes parkinsoniens, lui, passent un petit peu au deuxième plan, en deuxième ou en troisième sujet. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les experts sont très mauvais pour savoir ce que veulent les patients ou ce que constatent les aidants. Et ça, il faut savoir. Et c'était vraiment un centre expert, cette étude-là. Et donc, globalement, la concordance était à peu près à 50%. Donc, c'est-à-dire que dans un cas sur deux, l'expert n'arrivait pas à faire le même classement des problèmes principaux du patient que ce que le patient faisait lui-même. Donc ça, c'est un élément important, je trouve. C'est vraiment quelque chose qui est très important, de préparer la consultation, de noter ce que l'on ressent à la maison, parce que la consultation, ça va parfois vite. Et si jamais on n'apporte pas la bonne information à la consultation, les choix médicamenteux du médecin qui va vous proposer des traitements ne vont pas être adéquats ou ne vont pas être vraiment pertinents de manière optimale. D'autant plus que les symptômes moteurs, il y a des traitements qui apaisent un petit peu les choses, alors de manière beaucoup moins importante que dans la maladie de Parkinson, mais la lévodopa apporte un petit confort moteur, un peu sur la lenteur, la marche, le tremblement un petit peu parfois chez certains patients. Alors il faut être très prudent quand on augmente la dose, parce que dans la maladie de Parkinson, on peut arriver à 3000 mg, 2500 mg. Dans la maladie Accord-Lewy, à 300 voire 600 mg, on va s'arrêter là parce que sinon on va déclencher des hallucinations et de la somnolence surajoutée. Donc il y a des petites preuves scientifiques, ça c'est une étude qu'on appelle une méta-analyse, donc ils ont repris toutes les études bien faites et qui ont comparé les médicaments sur les symptômes moteurs dans la maladie Accord-Lewy. Donc la lévodopa ici, elle est un petit peu à gauche du trait principal, donc elle apporte un petit bénéfice. Il y a un traitement qui est peu utilisé en France, en fait le zonisamide, c'est un antiépileptique, c'est un vieil antiépileptique, c'est développé par une entreprise japonaise, et en fait dans les études on voit que l'effet moteur est assez important, et donc c'est pour ça que les études, les Japonais eux utilisent assez régulièrement ce médicament dans la maladie de Parkinson et dans la maladie d'Accord-Lewy. En France c'est pas une habitude, en fait. Ça n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour ça, ça a l'autorisation à l'AMM que pour l'épilepsie, donc on s'en sert peu, mais je pense que ça peut valoir le coup chez certains patients de l'utiliser. Alors il faut faire attention parce que ça peut avoir un peu plus d'effets indésirables que la lévodopa, mais ça peut être intéressant quand même. Et évidemment, l'activité physique, la kinésithérapie sont très importantes. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le cœur de la prise en charge. Stimuler la marche, stimuler l'activité physique. Et ça, c'est à tout moment du début tout au long de l'évolution de la maladie. Il faut vraiment prioriser l'activité physique et la marche. Voilà pour les éléments caractéristiques de l'entrée motrice de la maladie de Parkinson. Je n'ai pas voulu faire les raretés ou les choses complexes. C'était juste pour les grandes lignes de la maladie.